Bienvenue à tous pour Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, le Ramadan. Il a débuté il y a quelques jours, un mois de jeûne pour les musulmans du monde entier. Mais cette année, les conflits, l'instabilité en Irak notamment pèsent sur la consommation avec la hausse des prix du pétrole. Le point dans plusieurs pays au Moyen-Orient et en Afrique dans un instant. Et puis les séries télévisées ont-elles une influence sur vous? Si tel est le cas, évitez de vous rendre en Corée du Sud. Là-bas, ces programmes sont omniprésents et surtout, ils sont exploités par les grandes marques. Téléphones, voitures, chaussures, autant de supports du désir d'identification. On voit ça de près dans quelques minutes. Et puis avant cela, on fera le point sur les annonces des grandes banques centrales en Europe et en Amérique. La Fed, la BCE, c'était hier et aujourd'hui. Analyse avec Lionel Friedfeld. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le tour du monde pour commencer de l'actu éco et ce réchauffement inédit des relations entre le Japon et la Corée du Nord. Tokyo a annoncé ce jeudi qu'il levait certaines des sanctions imposées à Pyongyang. Motif de cet apaisement, le régime nord-coréen a accepté de fournir une liste de Japonais kidnappés par ses soins dans les années 70 et 80. Pour le Premier ministre japonais, c'est un réel progrès qui mérite un geste fort. Pas de précision pour l'heure sur cet allègement des sanctions. Jusqu'ici, les citoyens et les navires nord-coréens sont interdit d'accès au territoire japonais. Le commerce bilatéral était lui aussi prohibé. En vertu du principe selon lequel une action obtient en contrepartie une autre action, je veux lever une partie des sanctions que le Japon a imposées. Toutefois, ce n'est qu'un début. Voilà, pendant ce temps, la Corée du Sud accueillait le président chinois Xi Jinping, une visite qui n'est pas anodine puisque Pékin est toujours considéré comme le seul allié du rival nord-coréen. Mais ces derniers temps, les autorités chinoises privilégient un rapprochement avec Séoul. 270 milliards de dollars d'échanges commerciaux l'an dernier. La Chine, premier importateur de produits sud-coréens. Séoul se réjouit de la prise de distance du leader chinois avec le voisin du Nord et s'inquiète à l'inverse du rapprochement dont on parlait à l'instant entre Tokyo et Pyongyang. Concernant les discussions entre le Japon et la Corée du Nord, y compris sur la suppression des sanctions, tout cela doit être mené de façon transparente. Et les mesures prises par le gouvernement japonais ne doivent pas compromettre la coopération internationale autour du nucléaire nord-coréen. L'Europe avec l'Italie à sa tête pour 6 mois. Hier à Strasbourg, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a présenté les priorités de la présidence de son pays. Plus de souplesse budgétaire et donc davantage de soutien pour la croissance et la création d'emplois. Si l'Europe, a-t-il dit, faisait un selfie, un autoportrait, cela donnerait un visage fatigué par la crise et l'austérité. Nous avons tous signé, tous ensemble, y compris nos prédécesseurs, un pacte de stabilité et de croissance. Il y a de la stabilité, mais il doit y avoir aussi de la croissance. Et ça doit être un élément fondamental de la politique économique européenne. Sans croissance, l'Europe n'a pas d'avenir. Voilà, et l'avenir de l'Europe, justement, eh bien, la Moldavie y croit, puisque le Parlement à Chisinau a ratifié hier l'accord d'association avec l'Union européenne. La demande d'adhésion doit être soumise l'an prochain. Une adhésion qui garantira, d'après le Premier ministre moldave, prospérité et emploi. En bref, la fin de la crise pétrolière en Libye. Hier soir, le chef du gouvernement intérimaire libyen, Abdallah Al-Thani, a annoncé la prise de contrôle dans l'est de 2 ports jusqu'ici bloqués par les rebelles. Des terminaux qui fournissent au total plus de 500 000 barils par jour. Le blocage de ports par les rebelles depuis l'an dernier avait provoqué une chute de la production de pétrole du pays à 250 000 barils par jour contre 1,5 million en temps normal. Et plus au sud, les ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest se réunissaient hier à Accra, au Ghana. Une mobilisation contre la terrible épidémie d'Ebola. Ils ont souligné le manque de moyens financiers pour lutter contre ce fléau. Nous lançons un appel à nos partenaires de développement pour soutenir financièrement les 3 pays concernés. Le but est qu'ils puissent se procurer les médicaments et le matériel nécessaires pour lutter contre le virus Ebola. Et puis du high-tech, Facebook rachète LiveRail, un spécialiste de la publicité vidéo sur Internet. Le montant reste inconnu. Une acquisition stratégique pour le numéro 1 des réseaux sociaux dont l'essor des revenus ces derniers mois provient essentiellement justement des recettes de la publicité sur mobile. Et on fait tout de suite un point rapide sur la semaine des marchés financiers. Eric Lewin a suivi cela de près pour nous. Il est en ligne avec nous depuis Paris. Eric, bonjour. Alors des bourses qui se cherchent, on peut le dire, avec beaucoup d'indicateurs importants. Oui, tout à fait. Alors il y a quand même un léger biais haussier sur les marchés avec 2 événements importants cette semaine. D'abord une réunion de la BCE qui n'a rien donné, avec des taux d'intérêt qui sont restés inchangés. Mais ça, ce n'est pas une surprise, David. Et puis surtout les chiffres du chômage américain qui viennent de sortir,
qui sont plutôt bons. Ils sont sortis exceptionnellement un jeudi et non pas le vendredi, puisque demain c'est l'Independence Day aux États-Unis. Ils sont plutôt beaux avec un taux de chômage à 6,1% et 288 000 créations d'emplois. Cela veut dire que l'économie américaine va mieux. Mais attention, ces chiffres peuvent vouloir dire également que la Banque fédérale américaine augmentera ses taux peut-être plus rapidement que prévu. Donc c'est à suivre de très près dans les semaines qui viennent. Est-ce que l'économie américaine va être assez dynamique pour que la Fed remonte ses taux? C'est toute la question que l'on va se poser tout cet été. Merci Eric Lewin en liaison donc depuis Paris. Et on va évoquer à présent le discours hier de la patronne de la Fed, la Banque centrale américaine, avec vous, Lionel Friedfeld, bonjour. Alors notre analyste financier, Janet Yellen, qui a mis en garde contre la prise de risque des marchés, du secteur financier, mais elle a prévenu aussi que le rôle de la Fed n'était pas de veiller à la stabilité financière. On écoute. Monetary policy faces significant limitations. La politique monétaire présente des limites sérieuses en tant qu'outil pour promouvoir la stabilité financière. Ses effets sur les vulnérabilités financières, comme l'endettement excessif ou la transformation des échéances, ne sont pas bien maîtrisés. Et ils sont moins directs qu'une approche réglementaire ou par le contrôle. Promouvoir la stabilité financière par un ajustement des taux d'intérêt augmenterait la volatilité de l'inflation et de l'emploi. Bonjour Lionel, alors décryptage, est-ce que c'est un refus d'assumer certaines responsabilités de la part de la Fed? Bonjour David, alors effectivement, Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, a envoyé plutôt un message d'optimisme sur les marchés, notamment sur la stabilité économique aux États-Unis, malgré quelques zones de risque qui pourraient évoluer fortement dans le futur. En fait, Janet Yellen est véritablement ce qu'on appelle bullish, assez optimiste sur le marché américain, et principalement, elle envoie un message, comme vous l'avez mentionné, c'est que la Fed n'est pas là pour corriger, on va dire, le marché, pour sanctionner le marché, mais véritablement pour accompagner le marché. Alors, on l'a vu avec Eric Lewin, l'autre info du jour, Lionel, c'est ce repli léger, mais inattendu quand même, du taux de chômage aux États-Unis. On passe de 6,3 à 6,1%. Est-ce qu'on va dans le bon sens, dans le sens en tout cas voulu par Janet Yellen? On va dans un très bon sens, et c'est dans les critères, on va dire, quand la Fed prend ses décisions pour augmenter ses taux d'intérêt ou pas. On en prend le taux de chômage, mais aussi l'indice prêt à la consommation, qui seront de 2,1% cette année annualisée. Là, on va dire la cible de la Fed est de 2%. Donc, véritablement, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Lionel, on va parler de l'Europe maintenant, avec toujours ce paradoxe, une monnaie très forte et une économie qui est dans le même temps assez déprimée. Alors, pas de surprise, ce jeudi, à Francfort, la Banque centrale, la BCE, a maintenu inchangé son taux directeur principal à 0,15%. C'est le plus bas historique toujours. Est-ce que l'objectif reste toujours le même, lutter contre un risque de déflation? Alors, effectivement, pas de surprise, simplement parce qu'il y a un mois, il y a eu 3 décisions majeures, vous l'avez mentionné, moins 0,10% pour les taux de dépôt de banque, moins 0,15% pour les taux d'intérêt et 0,40% pour notamment le taux marginal de refinancement, sont des décisions majeures. Donc aujourd'hui, la banque part un petit peu entre guillemets en vacances, c'est la période estivale. Il faudra revenir en septembre, justement pour voir un petit peu déjà les répercussions de ces premières mesures. La BCE ne peut pas prendre des mesures stratégiques chaque mois. Donc on va lui laisser un petit peu le temps aussi pour la croissance, qui on espère de retour en Europe très vite. Au niveau des outils, en 2 mots, pour éviter la déflation, est-ce qu'on va passer à la planche à billets très vite? Alors ça va être un débat, mais c'est un dialogue principalement entre l'Allemagne, évidemment, qui est contre, et la France. Je pense qu'il faut d'abord déjà laisser faire les outils qui ont été mis en place, et puis on verra peut-être au prochain semestre de l'année prochaine. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour toutes ces explications. Et on s'intéresse à présent au Ramadan, ce mois de jeûne pour les musulmans qui a débuté il y a quelques jours, une période marquée en général par un rebond des achats, de la consommation. Alors quel impact aura cette année l'instabilité et la hausse des prix du pétrole? Libye, Irak, Yémen, Afrique du Sud, tour d'horizon avec Anthony Lesme. Avec le début du long mois du Ramadan, les Libyens de la capitale ont pris d'assaut les marchés. Des magasins bondés et pourtant les clients se sont plaints de la hausse des prix. Cette rue est appelée rue des Poulets et si je veux y faire tous mes achats avec mon salaire, il ne me restera rien. Lorsque j'aurai fini mes courses, il ne me restera plus rien tandis que je n'aurai pas encore fini mes achats. Les tensions sécuritaires doublées par les difficultés économiques augmentent les prix. Une situation similaire dans de nombreux pays arabo-musulmans comme en Irak où les forces djihadistes menacent la viabilité du pays. Des difficultés ressenties jusqu'à Bagdad. Cette année, pour nous à Bagdad, nous avons un peu moins d'activité à cause de la situation. Les gens viennent moins, les familles ont peur. Les conflits en Libye, en Syrie et en Irak tentent par ailleurs le marché pétrolier. Le prix du baril est toujours au-dessus des $100 et fait monter les prix au Moyen-Orient. C'est le cas au Yémen.
À vrai dire, chaque année au Yémen, les prix sont plus élevés, alors que le Yémen traverse une crise économique. En comparaison à l'année dernière, cette année est très difficile et nous n'avons pas pu nous offrir ce dont nous avions besoin pour le Ramadan, à cause de la crise du pétrole. Nous avons à peine la plupart des choses importantes qui font la différence en période de Ramadan. Le Ramadan est aussi un moment de partage et de don. Les plus pauvres ne doivent pas être lésés, et c'est le cas en Afrique du Sud où 1,3 million de musulmans vivent. Dans la ville du Cap, plusieurs associations essaient de fournir des repas et de compenser les prix élevés des denrées alimentaires. Ces gens n'ont pas de nourriture, c'est leur quotidien d'avoir faim et nous essayons d'être solidaires. Nous croyons que c'est Dieu qui nous a donné le mandat d'aider les gens qui sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle nous essayons de remédier à la pauvreté partout où nous le pouvons. Plus que jamais, les conflits pèsent sur l'économie des pays arabo-musulmans. Des conséquences sur la consommation des fidèles lors de cette période de Ramadan, traditionnellement propice aux achats. Et on part en Corée du Sud, pays de Samsung, LG, Hyundai, Kia, un pays où culture et business font bon ménage. Illustration dans le domaine des productions télé. Les séries, les feuilletons cultes sont devenus ces dernières années les vitrines des grandes marques, smartphones, cosmétiques, vêtements. Les scénarios vont-ils bientôt être écrits par les fabricants eux-mêmes? On n'en est pas encore là, mais presque. Regardez. Un smartphone, une application ou une paire de chaussures de marque. Rien n'est laissé au hasard dans les feuilletons télévisés sud-coréens. Face à l'immense popularité de ces émissions, suivies par des millions de fans en Asie, mais aussi en Afrique et en Amérique latine, les grandes marques déboursent des sommes considérables pour voir apparaître leurs produits à l'écran. Cette marque de cosmétiques est utilisée par l'héroïne du feuilleton Mon amour des étoiles. Nos produits ont été exposés dans beaucoup de feuilletons. Beaucoup de touristes viennent dans nos magasins avec des photos des produits qui apparaissent dans ces feuilletons. Depuis la diffusion du programme, les ventes de rouge à lèvres utilisés dans le feuilleton ont grimpé de 400% en Chine. Dans Mon amour des étoiles, on peut voir Chun Sung-yi utiliser plusieurs rouges à lèvres différents dans le feuilleton. Et ici, nous pouvons les essayer et les acheter nous-mêmes. Même les lieux de tournage font l'objet de contrats juteux. Une chaîne de café basée à Séoul a payé $1 demi-million pour apparaître dans l'une des séries les plus populaires. Dans ce studio, les fans peuvent visiter les chambres utilisées par leurs personnages favoris. Un pas de plus pour rapprocher les fans de leurs idoles. La plus grande force des placements de produits dans les feuilletons, c'est de laisser une impression dans l'esprit des téléspectateurs. S'il y a un acteur que vous aimez bien, vous connectez votre esprit au produit pour devenir comme cet acteur. Dans une belle scène, le public se souviendra de cette scène grâce au produit. Des produits alimentaires à l'électronique, plus de 90% des accords de placement de produits se nouent aujourd'hui avec des groupes coréens. Mais les entreprises étrangères commencent-elles aussi à lorgner le filon sud-coréen? Un phénomène socio-culturel assez impressionnant. Et on passe au Media Watch. Et après la culture business, le sport business, le mondial de foot au Brésil n'y échappe pas. Fleur Citruc nous a rejoint pour la revue de presse. Bonjour Fleur. Bonjour. Alors le temps des primes pour les gagnants et les perdants, mais qu'en font les joueurs? Eh bien, c'est l'équipe d'Algérie qui remporte la palme de la générosité. Selon la version internet du Daily Mail, les Fennecs ont annoncé qu'ils allaient donner l'intégralité de leurs primes aux pauvres à Gaza. C'est tout de même une somme de $9 millions. Ce geste va rendre l'équipe d'Algérie encore plus populaire, prédit le quotidien britannique, qui rappelle que les Fennecs ont déjà conquis le cœur des fans du monde entier par leurs prestations héroïques face, on s'en souvient, à l'Allemagne, triple champion du monde. Voilà, et puis les joueurs grecs qui ont pensé, eux, à leurs concitoyens. Et oui, les Grecs, carrément, renoncent à leurs primes. Pourtant, ils n'ont pas démérité pendant le mondial. Ils ont réussi à se hisser en 8e de finale, ce qui est tout de même une première dans leur histoire. Mais tout le monde connaît la situation dramatique de l'économie grecque. Donc, ils ont donné cette somme au gouvernement dans une lettre écrite au Premier ministre grec. Ils disent qu'ils jouent pour les Grecs et la Grèce et non pour l'argent. Tout ce qu'ils demandent finalement, c'est un centre d'entraînement pour l'équipe nationale. C'est un geste qui est très loin de ce qu'ont fait les Ghanéens ou bien même les Nigérians qui se disputent toujours au sujet de leurs primes. C'est le Ghana tout de même qui remporte, lui, la palme. Tout de même, sachez que le président ghanéen a dû affréter d'urgence un avion la veille du match contre le Portugal avec en liquide
liquide 3 millions de dollars pour motiver les joueurs. Résultat, eh bien, ils ont perdu 2-0. Donc l'argent ne suffit pas toujours pour motiver. Pour la France, en revanche, on y croit quand même à cette formule. Oui, les Bleus, eh bien, ils s'assurent 100 000 € de primes en se qualifiant pour les quarts de finale. C'est une belle opération financière. C'est 2 fois moins de ce que va gagner eh bien, leurs homologues allemands. Comment ça se fait? Est-ce que la fédération allemande est complètement fauchée ou bien très radine? Eh bien, le Figaro avance une autre explication. C'est que la FFF s'est tout simplement fixé comme objectif les 8e de finale, alors que la fédération allemande visait plus haut carrément eh bien, le titre. Donc c'est ce qui explique ces différences dans les prix. Voilà, des grosses différences. Merci beaucoup Fleur et à très bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.